Voilà, donc pour cette deuxième table ronde, on est ravis d'accueillir, suite à cette journée assez dense, pour conclure cette journée d'échange, de journée anniversaire. On a présenté très rapidement ce matin deux opérations I3F. Et comme maîtrise d'ouvrage. Et donc l'idée, c'est de revenir plus en détail, donc pas sur un outil de l'observatoire comme ça s'est fait dans la première table ronde avec le plan habité, mais de revenir vraiment sur des nouveaux défis de l'architecture, principalement à soulever ici en école d'architecture, qui nous ont intéressés avec ces deux opérations en cours, quasiment, presque réceptionnées. Et puis sur la base parce qu'on a essayé de les mettre en miroir un peu, on va faire cet exercice ensemble sur la thématique de la renaturation et du confort d'été, les défis d'une architecture qui doit s'adapter. Voilà, donc je vais vous représenter rapidement. Alors Yannick Gourville, vous avez parlé, architecte associé de l'agence BMC2. Mirko Tardio, vous êtes architecte et fondateur de l'agence Juric Tardio Architecte. Et Luca De Franceschi, vous êtes directeur de l'architecture et du développement durable chez Immobilière 3F. Alors je vais peut-être vous laisser ouvrir, et puis après on rentrera dans le détail des deux opérations. Merci, bonjour à tous. Merci pour cette opportunité. J'avoue que c'est un privilège effectivement d'être ici. Je pense que le premier des défis, au-delà des sujets en fait, qui sont évoqués dans l'intitulé, la renaturation et le confort d'été, il y a surtout la remise au centre de la question de la réhabilitation et notamment de la réhabilitation au milieu occupé. En 3F, c'est un bailleur social pour cadrer un peu qui nous sommes, qui travaille dans toute la France. On est 14 filiales, 12 ou 14, je ne me souviens plus. Bon, peu importe. En tout cas, on a un parc d'environ 300 000 logements. Et il s'agit effectivement d'un stock de logements en fait très important qui doit être réhabilité, disons en fait pas en totalité parce qu'une bonne partie du parc est déjà réhabilité, mais malgré tout, il faut qu'on se pose la question en fait de son adaptation justement au changement en fait climatique qui nous attend tous. En fait, donc du coup, notre grand défi c'est de se projeter à 2050 déjà première étape et 2100 deuxième étape. Donc, quelle décision prendre pour faire en sorte justement que notre parc soit le plus résilient possible, que ce soit en termes de stock et également de flux. Quand je parle de flux, c'est plutôt en fait de tout ce que nous construisons et qui rentre à nouveau en fait dans le parc. Construction qui peut se faire par le biais en fait justement de la construction neuve, donc du coup un foncier qui est construit, ou alors par le prisme plutôt de la transformation d'usage, transformation d'actifs de différentes typologies qu'on voit apparaître d'une façon très importante justement dans l'activité du groupe entier et notamment en fait dans les métropoles bien évidemment là où il y a un stock d'immeubles de bureaux qui est très vieillissant, obsolète et qui aujourd'hui surtout a perdu sa vocation d'être des bureaux parce que le besoin n'est plus là et donc du coup il se déplace ailleurs, peut-être il se disperse plutôt j'ai envie de dire et donc du coup quoi faire de tous ces immeubles aujourd'hui effectivement c'est une grosse question qu'on est en train de traiter et qu'on est en train de développer en fait d'une façon assez importante. En tout cas, cette table ronde, je reviens justement au sujet en fait, de la réhabilitation au milieu occupé parce que c'est ça dont on parle aujourd'hui. C'est un sujet justement qui a été souvent relayé en deuxième plan et c'est pour ça que c'est un plaisir en fait d'en parler ici parce que c'est une façon différente de parler d'architecture. Justement, les photos qui ont été présentées tout à l'heure, on est un véritable exemple. C'est une démarche artistique, j'ai envie de dire, mais c'est plutôt une façon de mieux percevoir l'espace grâce en fait disons en fait à un regard déporté qui est le regard d'un artiste qui perçoit des choses avec disons en fait sa sensibilité artistique, esthétique et surtout en fait le voir, c'est ce qui est intéressant là où peut-être d'autres le voient pas forcément.
Donc c'était véritablement très intéressant. En tout cas, il y a deux sujets en fait justement que je voulais évoquer. Un, je viens de le dire, donc c'est le sujet justement de remettre au centre du débat architectural la question de la réhabilitation, notamment au milieu occupé, je leur ai dit, mais surtout parce que c'est une opportunité de remettre au centre du débat l'humain. Lorsqu'on construit un neuf, l'humain, soi-disant, il arrive après. C'est dommage parce que effectivement, souvent, ce serait intéressant de travailler avec tout de suite. Pour autant, il est dans les cahiers des charges, il est dans à plusieurs endroits, si vous voulez. On sait que ensuite cet espace habité, mais lorsqu'on réhabilite, par contre, l'humain est là, ou alors il a été là et on l'a vu et on le perçoit. Comment a-t-il occupé ces places, ces logements, ces espaces, ces halls d'entrée, ces parcours en fait justement de la rue jusqu'au logement, jusqu'au lieu des intimes. Et ça c'est un sujet justement qui est à traiter dans le cadre de ces réhabilitations. Tout n'est pas possible. Pour autant, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose et c'est ça qui est très intéressant dans ce débat et notamment sur l'opération qui montre justement cette approche sensible justement à la perception de l'espace et qui fait réfléchir par ailleurs en fait à une autre notion que je tiens quand même à souligner, c'est celle du confort. Un confort perçu peut-être au-delà de la notion de performance et qui justement est assez perceptible en fait lorsqu'on voit en fait ces photos par ailleurs. Deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est justement la question qui est portée par Mirko Tardio, c'est la question du hors-site justement. Donc du coup, là on revient à de la technique, mais de la technique pour apporter à nouveau du confort à tout niveau, j'ai envie de dire. Du confort durable car en fait ça apporte véritablement en fait une nouvelle enveloppe très performante qui s'apparente à du neuf avec des qualités esthétiques remarquables et du confort aussi en termes de chantier parce que justement en fait c'est un chantier qui s'est déroulé grâce en fait à des panneaux préfabriqués conçus en fait en atelier, du confort donc pour le coup en fait également de la part des travailleurs, des ouvriers en fait justement sur le chantier, pas que de la part des habitants mais aussi de ceux qui bossent là-dessus. On a visité les usines en fait justement qui ont fabriqué ces panneaux. C'est remarquable. J'invite tous les étudiants à les visiter. Et par ailleurs, ils seraient partants en fait justement d'organiser en fait des comités d'étudiantes pour visiter justement en fait ces usines dans lesquelles on fabrique des panneaux justement qui seront installés par la suite en fait dans le projet, que ce soit en réa mais également en neuf parce que effectivement c'est des techniques qui s'adaptent à différents contextes et c'est fort intéressant parce que ça par contre ça génère en fait une démarche de projet que Mirko probablement en fait vous précisera, qui n'est pas forcément tout à fait identique au projet dans lequel on conçoit et qu'on pense ensuite être exécuté par des artisans qui sont sur le chantier, sur des échafaudages petit à petit. C'est pas pareil, c'est pas du tout pareil et ça nécessite justement certaines attention. Voilà. Donc, avec ça, je m'arrête. Je laisse la parole aux maîtres d'œuvre qui ont conçu justement et réalisé ces œuvres. Eh bien, merci pour ce propos introductif auquel on va essayer de répondre par les images. Tu veux rebondir, non? Non, je vais. Si vous avez déjà en intro, et puis après on rentrera opération par opération. Allez-y. D'accord. Bon, avant de rentrer dans le détail de la nôtre, je vais rebondir un peu ce que dit Luca De Franceschi sur l'approche en fait sur l'héritage et le patrimoine qu'aujourd'hui on nous a proposé, en fait, qui nous proposait à nous architectes, mais que ça sera surtout le terrain de jeu de nos étudiants. Et on hérite en fait différents types d'héritage en fait dans les bâtiments, et à chaque fois on a des cas particuliers parce qu'on est dans différents types d'approches aussi méthodologiques. En fait. Donc, quand on est dans les HBM, on a 200 logements à 2 rues d'ici, qui est très similaire, c'est ce que Patrick Desjean a fait. On isole par l'intérieur, on intervient en opération tiroir, on a les moyens aussi de refaire tous les logements. On est dans un héritage qui est beaucoup plus ancien aussi et qui a besoin d'être mis au jour sous l'agencement des logements, et on se confronte aux mêmes problématiques de venir un peu balayer l'histoire des gens qui sont à l'intérieur, sans les déménageant, sans refusant, enfin tout ce qu'on vient de dire là, on l'a vécu. Ensuite, on a les approches thermiques.
En fait, c'est ce qu'aujourd'hui la plupart des maîtres d'ouvrage et bailleurs sociaux ont comme tâche, c'est de réhabiliter thermiquement les logements. Initialement, enfin, ça c'est pas nouveau d'ailleurs, parce que ça fait un moment que vous le faites. Déjà, notre bâtiment, on en parlait tout à l'heure, a été réhabilité plusieurs reprises, thermiquement aussi, en fait. On change les menuiseries, on revient faire l'isolant. Seulement qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment le faire de manière plus intelligente, parce qu'on accompagne deux choses en même temps. C'est la transition écologique d'une part, on utilise des matériaux beaucoup plus responsables, et d'autre part, le changement climatique aussi. On n'est plus du tout dans le même confort d'été qu'avant. Aujourd'hui, on doit faire face à des canicules, on doit faire face à de l'exposition solaire qui est différente. Donc, la technique de construction qui introduit un peu le projet qu'on a fait avec 3F et Lucas sur Thiers est une réhabilitation thermique. Bon, il est vrai qu'on allait un petit peu plus loin de ce qui était demandé, parce qu'en fait, c'est l'occasion aussi de renouveler l'allure architecturale de ces bâtiments qui ont un caractère un peu homogène dans la banlieue parisienne, mais pas que dans la milieu parisien. En fait, c'est des bâtiments qu'on retrouve un peu dans tous les coins des rues, dans les périphéries, et sont quasiment tous identiques, tout construit avec le même système préfabriqué. Je tiens à le dire parce que hors site, ça veut dire préfabrication autrefois, on l'appelle autrement maintenant parce qu'on essaie de trouver d'autres qualités que celui qu'on généré cet héritage, ce patrimoine qui était tartiné un peu de manière sans scrupule en fait un peu partout, et qu'aujourd'hui on se retrouve à devoir traiter autrement. Leur site permettrait non seulement d'utiliser des matériaux biosourcés de manière plus accrue, de baisser les coûts. On en revient parce que tout à l'heure on a résumé le projet de Thiers comme un projet cher. Alors moi, on est là pour réapprofondir la question. On approfondit parce que c'est un peu le sentiment aussi que 3F a eu un peu au départ. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'un projet peut être cher, parce que justement là-dessus, en fait, c'est également en fait la volonté d'investir sur une filière d'avenir, bien évidemment. Alors déjà, il ne faut pas avoir la honte de le dire, d'une part, parce que c'est plutôt un avantage, parce que ça permet de faire de la recherche, et d'autre part, ce n'est pas si cher que ça. Parce qu'en fait, j'ai fait un petit benchmark, moi, parce qu'à force de me l'entendre dire, je dis, mais putain, mais c'est pas possible ça. J'ai vraiment dépensé tout l'argent de 3F, en fait, et en fait, non. En fait, on est à 41 000 euros, j'arrondis au supérieur par logement, avec une réhabilitation de l'enveloppe extérieure et des pièces humides et l'électricité, parce que c'est important de le dire. On a parlé passes extérieures, mais par exemple, sur le Alphonse Carr qui est à côté, 500 logements, on est à 54 000 euros au logement. Sur notre opération avec vous, qui en est en cours d'étude, on a un budget aujourd'hui annoncé à 39 000, qui est sans hors site. En fait, c'était le budget fait par les équipes avec un traditionnel. Donc finalement, on n'est pas tellement plus cher. Surtout qu'à Thiers, finalement, on a utilisé des menuiseries en chaîne qu'on ne sait pas se payer normalement. En fait, elles sont qualitatives, elles sont faites avec du bois français. On a une isolation en cellulose de water recyclé. En fait, on peut peut-être faire dérouler les images. Excusez-moi, je vais revenir dessus parce qu'on va le faire dans l'ordre. Mais effectivement, on a synthétisé le propos parce que évidemment, il y a des annonces. Ce matin, en fait, en présentant l'opération, mais effectivement, il faut expliquer tout ce que ça génère, et comme dit Luca De Franceschi, comme économie, comme innovation, oui. Et dans l'ensemble de la présentation. Donc, je vous propose qu'on y revienne après, mais c'était bien de le réintroduire dans les nouveaux défis. Très bien. Alors, comme on avait démarré par la photo, et puis on viendra dans le détail dans votre opération Mais effectivement, comme on vous introduisiez sur cette architecture-là, sur cette période des 30 Glorieuses, parce que évidemment ce matin, tout à l'heure on a parlé des HBM, effectivement, voilà les questions. Enfin, on va dire, on a souvent débattu sur ça au niveau de l'observatoire, la perception patrimoniale d'un HBM, d'un bâtiment 30 Glorieuses, enfin, l'évolution et l'attention qu'on doit y porter. Ici, on est sur des typologies assez proches de bars, d'une centaine de logements sociaux qui sont très tramés. On va voir comment elles se distinguent et dans leur existence d'origine et dans leur réponse dans la posture de projet.
Alors, pour cette première opération, donc à Saint-Cloud, la réhabilitation est thermique patrimoniale d'une résidence des années 70. Et là, on a vraiment 3 propos, qui sont pour moi, 3 zones d'intervention qui ont fait l'objet de la réponse de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Des réponses au niveau des façades vitrées, sur la trame, très portées sur la trame. Des réponses au niveau des occultations. Et ça nous a vraiment intéressé à l'Observatoire, parce que le sujet des occultations, et le bailleur pourra rebondir, est constamment un sujet qui revient dans nos permanences, même à l'instruction des permis de construire, dans les CAUE, à toute échelle de logement, voilà, ou dans les opérations qu'on a étudiées, pour différentes raisons, et vous le détaillerez, parce qu'elles permettent de régler pas mal de choses au-delà de la thermique et des vues, et voilà. Et puis le sujet du jardin. Voilà, donc ces 3 thèmes seront abordés, avec du coup le programme précis, qui est une opportunité initialement de réhabilitation thermique. Et après, il y a quelques autres interventions annexes que vous détaillerez. Les enjeux qu'on a rappelés ce matin de façon synthétique, c'est la réhabilitation thermique toujours en milieu occupé. Les 2 opérations que nous allons voir sont en milieu occupé. La proposition d'une colorimétrie animée. Alors ça, c'est un jeu de camailleux qui a été proposé par les architectes, vous le détaillerez. L'amélioration du confort d'été et de l'intimité. Ça, c'est les réponses apportées par les occultations. Et puis là, je reviens sur le mot confort d'été aussi, c'est le mot qu'on a indiqué, mais on est presque dans l'habitabilité aujourd'hui au regard de ce qui nous attend climatiquement, qui est déjà en cours. On parle d'habitabilité quasiment, puisqu'il y a de la précarité déjà existante. Et puis les questions assez rares sur cette opération de renaturation des sols. Et ça, vous nous repréciserez, il y a eu des financements justement par l'agence de l'eau, il me semble. Je sais que les chargés de projets sont aussi dans la salle I3F. Voilà, donc des financements. Et donc, ça nous a paru intéressant de souligner une opération à cette échelle qui permettait de répondre aussi donc à de la désartificialisation des sols à l'échelle du logement. Et pas que à d'autres échelles dans nos projets. Et puis, un sujet de réemploi. Et là, vous détaillerez avec les garde-corps et les ardoises. Je vous laisse présenter. Donc là, on voit cet ensemble qu'on appelle un peu retroussé sur un jardin qui est vraiment au milieu des maisons. Vous voyez ce saut d'échelle, ce que je vous disais tout à l'heure, qui permet de vite passer le fêtage des maisons et d'avoir une vue. Alors, je ne sais pas si on aura une photo sur la vue, mais peut-être à travers les fenêtres, on apercevra. Donc là, on est dans le centre, mais dans le cœur. Donc voilà, à la périphérie, il y a des voitures, il y a un parking en surface et un enterré d'un niveau. Voilà, donc quand on va parler de désimperméabilisation, ça va rester relatif, mais on en reparlera tout à l'heure. Et on a ce système de 1, 2, 3, 4, 5 bâtiments traversants, plus une sorte de plot accroché qui crée la brèche d'entrée dans le jardin. Et donc là, c'est une autre typologie de logement d'angle et de studios. Sinon, on est plutôt sur des T2, T3, T4 jusqu'à T5 avec ce dispositif qu'on a vu tout à l'heure sur les photos de façade vitrée. Et on a quelques pignons de temps en temps. Là, on est dans côté jardin. Donc voilà, on voit d'un bâtiment sur l'autre, donc on a ce vis-à-vis, et là on commence à voir justement les rideaux blancs et les rideaux colorés. Et souvent c'est plutôt des rideaux accrochés, on voit que c'est plus un dispositif d'intimité qui est bricolé qu'une manière d'habiter avec des rideaux. Donc on a ce rapport-là un peu de façade à façade, même si on a de la vue de l'autre côté. Et donc évidemment, les loggias sont plutôt vers le sud et l'ouest. Et donc on voit à droite les loggias qui regardent la façade d'en face. Donc en plus, si on est sur la loggia, on a quand même une centaine d'yeux qui nous regardent en face. Donc il y a ce rapport-là qui est quand même assez particulier. Et on a un jardin avec des grands sujets, avec des buts assez intéressants au milieu. Là, on retrouve les archives d'origine qu'on allait rechercher.
Et on voit là qu'on était plus sur des menuiseries acier ouvrant de toute hauteur, qui ont été remplacées par des PVC avec allage vitré. Et donc, alors on n'a pas on n'a pas cherché une approche historique et de revenir en arrière, mais on a pris des particularités qui existaient déjà, qu'on a remis en place, et d'autres. Notre boussole, c'était toujours l'amélioration d'usage. Donc on met des sous dans des façades, donc il faut que ça améliore l'usage. Donc on a cherché justement à plutôt ouvrir toute hauteur sur ce qu'on appelle les façades fines, celles qui n'ont pas de loggia, où l'épaisseur de la façade est sur 30 cm, alors que les autres sont sur plus d'un mètre, 1,20 m, 1,50 m. Donc il y avait deux approches comme ça sur la fine, le fin vitrage, lui, qu'on allait ouvrir jusqu'en bas, justement pour des questions climatiques, de ventilation de toute hauteur, et redonner du sens à ces garde-corps qui étaient derrière une allège vitrée. Et donc sur les façades fines, on a retrouvé plutôt la dimension d'origine, même si on a les cadres aciers qui sont restés sous le PVC, qu'on a conservé. On est venu avec des menuiseries alu par-dessus, puisqu'ils sont scellés vraiment dans le béton, et que l'intervention dans les logements pour changer les façades était en une journée. Donc il fallait voir maximum 2 pour les grands, mais il fallait intervenir assez vite. Donc là, on voit un peu merci pour ce comparatif. Donc l'acier, le PVC et l'alu qu'on est en train de mettre en place. Et pour dire qu'on n'est pas resté sur un retour à l'origine sur les loggias, on est passé sur du coulissant pour que ça débatte moins dans les logements. D'où vous voyez, on n'a pas retrouvé cette petite trame, mais on a 2 grandes trames, parce qu'on se rendait compte qu'en fait les canapés étaient contre, qu'il fallait bouger la table basse avec le napperon et le vase qu'il fallait pas bouger pour sortir dehors. Donc on s'est dit, et là c'était un des arguments quand on faisait la visite, de dire mais là ça sera coulissant, et il y a des endroits qui plaisaient pas trop dans la cuisine, mais d'un seul coup sur la loggia ça a eu un bon accueil. Oui, là on a fait ce travail de décortiquage, parce qu'on voit bien l'évolution de la trame, et on pourrait se poser la question, si on est dans une démarche vraiment, quand on a eu cet entretien de type patrimoine, monument historique, où il faut à un moment arbitrer, quand il y a eu plusieurs états de cette architecture, un état 70, un état 80, un état aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un état aujourd'hui sur une architecture qui a déjà plus de 50 ans? Non, ouais. Donc ça veut dire effectivement prendre en compte des usages, respecter ce qui faisait la force de cette architecture très tramée, parce que là on est sur c'est de la trame quasi, c'est le tartan écossais qu'on retrouve chez Dubuisson, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'une époque qui est très affirmée par des variations, une rationalité, et à la fois des affirmations de cette boîte à habiter. Et ce que ça génère par une simple rénovation dans les années 80, c'est que on n'est plus dans le bon sens du bâtiment d'origine, parce que les fenêtres s'ouvrent avec une allège, et qu'on se retrouve avec une allège et que le garde-corps sert plus à rien dans une cuisine dans les années 80, et qu'ensuite qu'est-ce que ça veut dire de changer une trame? C'est générer d'autres lignes, mais dans un esprit où on garde quand même une certaine forme d'orthogonalité. Là, donc, on a les photos avant-après de ce qu'on voit en... Ah oui, c'est avant... Avant-après, donc dans le séjour. Ça, c'est l'appartement que vous nous avez laissé visiter. Oui. C'est l'appartement prototype où on a testé. Donc, les fenêtres vont être changées à cet endroit-là, ou remplacées par endroit, mais on a testé vraiment ces choses-là, et on a fait visiter à tous les habitants. Donc, il y a eu ça leur a permis aussi de mieux se projeter. Donc il y avait un appartement libre qu'on a pu montrer. Et donc oui, on voit en haut, donc vous voyez le cas typique, il y a le canapé devant les fenêtres qui sont ouvrantes à la française et qui ne sont jamais ouvertes. Et parfois, il faut vraiment déménager pour sortir. Ce qui fait que quand l'accessibilité n'est pas possible, ça devient un débarras très vite. C'est la cave d'étage. Et donc il y a l'idée de retrouver, et donc par ces simples coulissants. Et après, sur ces loggias se déploient des storban à projection qu'on avait à l'origine, qu'on a remis en place justement pour le confort d'été et éviter le volet roulant qui
qui empêche la vue et qui rend hermétique le rapport à l'extérieur. Donc là, on peut aller dehors, même s'il y a la protection solaire. Enfin, je dis des banalités, mais c'est quand même important dans l'usage. Et après, on voit les cuisines et les chambres, donc qui retrouvent. On a un fixe de 60 qui peut recevoir éventuellement l'arrivée de la cuisine. Donc voilà, parce qu'on impose quelque chose, mais les gens vont l'habiter comme ils veulent. Donc peut-être qu'il y aura des cuisines qui vont arriver dans le vitrage. Donc on a toujours ce vitrage fixe de 60 qui peut peut-être accueillir un frigo, mais c'est pas grave. Un ouvrant et un semi-fixe, parce que à droite on rentre dans un cellier, qui est l'image où c'est écrit cellier là, qui est encore en façade. Alors là, il était tout vitré aussi avant. Là, on a décidé de, quand même, pour une meilleure thermique, de juste avoir un ouvrant. Et on verra plus tard, il y a une occultation qui vient devant. Et après, dans les pignons, on a des salles de bain qu'on a changé juste les fenêtres. Et la finesse des châssis, qui est rare en fait, donc l'aluminium classique. Ça, c'était les images avant. Je pense les images lors de la consultation sur les intentions donc de rouvrir. Voilà. Et les premières images qui nous faisaient un peu mal à produire, je crois que c'est pour ça qu'on a dû se rattraper en allant à l'intérieur des logements, mais c'était une manière de se projeter dans un système d'occultation. Donc on a mis des brises soleil orientables, voilà. Et donc avec l'idée qui viennent se glisser derrière les garde-corps. Et on a des brises soleil fixes sur les celliers qu'on voyait tout à l'heure. Donc c'est l'endroit où on voit où il y a le numéro 1, là où il y a les allèges blanches qui apparaissent. Et on vient mettre des brises soleil fixes qui sont à cheval sur les deux celliers qui sont en symétrie. Et donc il y avait l'idée de ces brises soleil orientables à la fois pour une question thermique, mais surtout d'intimité. Et là on commence, maintenant qu'on en a posé une bonne centaine, on commence à voir ce qu'on imaginait, donc que les variations soient différentes. Donc donc il y a eu un travail sur les couleurs. On a proposé 2 camailleux, toujours avec une approche pragmatique, selon les différents matériaux qu'on avait, qu'est-ce qu'on arrivait à assembler. Donc il y a 5 ou 6 bleus de plus ou moins de même teinte. Il y avait une variante plus chaude, plus jaune-orangé. Les habitants ont voté pour la bleue, donc on est parti sur celle-ci. Et donc, mais l'intérieur, toujours dans l'usage, l'intérieur des lames est blanc, pour pas imposer cette couleur dans l'aménagement. Évidemment, avec toutes les photos que vous avez vues tout à l'heure, si en plus on ramenait d'un seul coup un filtre bleu qui est arrivé, donc l'intérieur est quand même blanc. Comme les menuiseries, le plan de menuiserie est totalement blanc. Et voilà, et on a les stores après qui se déploient sur les. Donc c'est des dispositifs très simples, mais qu'on a essayé de tenir dans cette trame qui n'est pas si régulière que ça et qui a plein d'astuces pour intégrer les différentes typologies et les différentes pièces. Et les Storban, vous expliquez qu'il y a un dispositif pour la prise au vent. Oui, qui peut être un sujet. Ouais. Là, vous apercevez un tout petit peu les vues qu'on peut avoir. On doit être à peu près au 4e étage. On est 4e étage, appartement 241. Et là, oui, évidemment, il y a des anémomètres qui les remontent en cas de fort vent pour pas qu'ils s'abîment. Ah oui, alors là, on a signalé quand vous nous avez fait visiter le chantier, les réemplois quand même alors vous aviez évoqué l'ardoise, puisque là, on est sur de l'ITE ardoisé à l'existant. Et ouais. Il me semble que c'était. Vous aviez le projet de réutiliser l'ardoise concassée. Ah oui, on a essayé le maximum. On va réussir. Mais on a essayé le plus possible de réemployer, mais il n'y avait pas non plus beaucoup de matière. On n'a rien fait des châssis PVC, évidemment, qui est le plus gros déchet du chantier. Donc il y avait des pignons comme ça avec des ardoises qu'on va récupérer, qui vont servir de drainage et de paillis qu'on va mettre là sous les loggias où il ne pousse rien. Donc tous les garde-corps ont été déposés, décapés, repeints. Donc là on voit les garde-corps avec un atelier de chantier bâché comme ça, où c'est assez beau de voir tous les garde-corps suspendus. Et on récupère aussi pour le drainage, qu'on verra peut-être après, tout le gravier des toitures terrasses pour drainer, pour l'infiltration des eaux de pluie dans le jardin.
Ici, on a pris vous nous avez livré, puisqu'on est quasiment en fin de chantier, tout le dispositif que vous avez, le process que vous avez dû mettre en place dans ces interventions très répétitives auprès des occupants. Il y a même une façade où on est quasiment en écorché vif sur l'appartement, puisque vous avez ces panneaux au moment du remplacement des châssis. Donc là, effectivement, ça crée une autre esthétique avec ces panneaux de garde-corps, de garde au vide. Oui, puisque le garde-corps, quand on a enlevé les garde-corps, le garde-corps vitré ne faisait plus garde-corps, donc il a fallu mettre des garde-corps provisoires le temps de. Parce qu'on a aussi décalé les garde-corps pour faire passer les BSO, puisque sur peut-être 50% de ceux qu'on avait, et on avait visité ceux-là pendant les études, le BSO passait, puis après à l'état des lieux, on se rendait compte que les BSO passaient pas partout. Donc ils ont été pour la plupart décalés et donc il a fallu en plus mettre des garde-corps provisoires puisque les allèges vitrées ne faisaient pas garde-corps. Là c'est la visite avec les habitants. Donc alors le store qui a été mis n'est pas une couleur qu'on a retenue. On l'avait pas, mais il fallait mettre un store pour qu'ils le voient. Donc on a après calmé les contrastes des bleus. On est plus dans des bleus assez proches. Et après, il y a eu un travail sur le jardin. Qui va arriver, du coup, on ne l'a pas vu encore réaliser puisque vous êtes plutôt en réception des façades, mais qui va arriver ensuite sur la renaturation. Donc là, c'est vos photos d'état des lieux. Et puis là, on a le plan projeté pour expliquer le tour de bitume qui va être du coup amoindri autour de en tour extérieur, puisque c'est là que sont les places de stationnement. Il me semble que vous supprimez des places. Oui. On a toujours l'approche pragmatique. Alors, au début de la consultation, il y avait des désordres sur les allées à cause des racines des peupliers qui ont fait sauter les allées. Il y avait des infiltrations par-ci, par-là. Il y a une étanchéité du parking. Donc, la grosse plaque de parking est aussi en sous-sol. Donc là, ça fuyait. Donc il y avait une approche. À chaque fois, c'est une approche technique et avec des discussions, à essayer de voir avec le budget comment on peut amener de l'usage. On a découvert qu'on pouvait avoir des subventions de l'AESN pendant les études, si on désimperméabilisait, si on envoyait moins d'eau dans les réseaux et qu'on essayait d'infiltrer sur la parcelle. Donc c'est ça qui a amené une réflexion sur l'intérieur et l'extérieur de cette figure. Et donc on va enlever toutes les allées qui aujourd'hui sont avec des bordures qui envoient vers les regards, et on va du coup ne plus avoir de bordure et bomber les allées pour que on va mettre en place un drainage avec les ardoises et les graviers récupérés dans les buttes pour que l'eau s'infiltre dans le jardin. Et sur le parking, on va aussi l'endroit où vous voyez des arbres bleus tout en haut, là c'est des places de parking avec les voitures qui arrivent, et ça nous avait un peu choqué, avec les phares dans les chambres. Donc on s'est dit là, et avec un travail assez fin avec 3F, de se dire il faut essayer de revoir le parking pour au moins ramener un peu de paysage devant ceux qui habitent le rez-de-chaussée et écarter. Donc on a enlevé là quand même toutes ces bandes de voitures. Il en reste 3 à un endroit parce qu'on est loin du pignon, mais on a enlevé ça, ce qui permet aussi de retenir un tout petit peu l'eau dans les buttes végétalisées, et bien sûr de ne pas infiltrer puisque c'est imperméable en dessous, mais de retenir au moins l'eau au moment où il peut y avoir trop d'eau dans les réseaux. Voilà, et là on a fini par des avant-après sur ceux que vous m'avez adressés très récemment. Des avant en cours. Avant en cours, oui, c'est vrai. La droite n'est pas tout à fait finie, mais on voit bien l'état des stores au démarrage, et puis des zooms de ce que vous avez pu réceptionner, mais il en reste encore. Il y a encore quelques mois de chantier, a priori. Voilà, mais ce qui frappe beaucoup, c'est cette lecture très tramée qui va évoluer. Hop. Et ça, c'est le premier plot, c'est la séquence d'entrée qui se distingue de ces façades très vitrées, qui est la seule à être, ce plot à avoir des parties maçonnées. Oui, qui est plus horizontale. Après, c'est quand même très vitré parce qu'il y a cette fenêtre, elle est double et pour une chambre de 10 mètres carrés, donc c'est quand même assez clair, on va dire, à l'intérieur, et avec un balcon filant. Donc c'est une autre typologie, et on arrive par ici, et là il va y avoir un aménagement avec une rampe, un escalier, et tout le socle va être
très foncé, très noir, pour redonner cette... Et j'oublie aussi, il y a un programme, enfin dans le programme, vous aviez aussi la création d'un espace commun. Oui. Alors je ne sais plus si ça date de la commande de la maîtrise d'ouvrage ou si ça a été signalé par les habitants. C'est un espace qu'on appelle local associatif. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on avait mis comme étiquette dessus, qui est un espace aujourd'hui pas utilisé, mais qui a une vocation à devenir le lieu des habitants. Et c'est l'endroit qu'on a aussi adapté, qu'on a climatisé. Ah oui. Qu'on va climatiser dans l'idée d'être un refuge en cas de canicule pour les personnes, de se dire à un endroit, on va mettre de la technique et de se dire, voilà, ça peut être un refuge en cas de canicule quand le dispositif sera arrivé à épuisement de forte chaleur. Très bien. Et puis, donc, en miroir de cette opération, vous avez on change de département. Donc là, on est dans le 94 à Thiers, la réhabilitation d'une résidence des années 60 avec des modules préfabriqués en ossature bois. Alors là, on a retrouvé aussi les architectes d'origine, c'est Rivet et Lassène. Et puis, je vais vous laisser la présenter, du coup, avec les enjeux qu'on a évoqués ce matin. Ouais. Sans rien dire, des architectes ne se sont pas tellement emmerdés pour faire ce bâtiment à l'époque, en fait. Ils se sont un peu tartinés leur truc. Et on a eu cet héritage, là, quand on a gagné le concours chez 3F, on s'était dit, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Parce qu'en fait, le risque, c'était que, effectivement, on se retrouvait à faire de la réhabilitation classique ou traditionnelle. Et on a lancé un défi, mais c'était un peu dans un terrain fertile dans lequel Luca De Francesco en particulier, chez 3F, s'était un peu attaqué. C'était justement de trouver de nouvelles méthodes de construction pour venir à monter la partie du biosourcé. C'était un peu déjà notre idée, parce qu'en fait, nous, on a fait une crèche dans les jardins de Luxembourg, qui est un bâtiment neuf, au Nord-Site. On a appris plein de choses. On se dit que faire les architectes avec un système constructif comme celui-là, ça ne s'invente pas. Il faut le vivre une fois. On s'est planté, on a appris et maintenant on maîtrise beaucoup mieux. Pas complètement, parce qu'en fait, comme Luca disait tout à l'heure, chaque entreprise a ses méthodes, chaque produit a ses caractéristiques. Donc, ce qu'on a proposé, sans parler trop du projet, parce que vous voyez l'avant-après, en fait, c'est le résultat, c'est de voir comment on a réussi à faire ça avec un nouveau système, c'est-à-dire qu'on est parti déjà dans un nouveau système d'appel d'offres. Ça c'était essentiel. C'est-à-dire que 3F nous a permis de consulter les entreprises en APD. Ce qui pour moi est essentiel quand on fait des opérations de ce type, parce que si on ne connaît pas l'entreprise, on ne connaît pas le produit, on ne sait pas l'adapter au projet, vice-versa. Donc il faut qu'on se parle avec l'entreprise. Nous, on avait fait un projet qui était basé sur un système hors site. Donc on avait l'intention, mais on ne connaissait pas qui pouvait le faire. Oui, ça c'est l'expérience de la crèche au Parc du Luxembourg qui vous a permis de signaler, de faire on s'était dit que ce système constructif fonctionne pour la réhab, donc il faut l'appliquer. Il y avait quelques-uns qui y avaient pensé, mais n'étaient pas arrivés au bout de l'histoire. Donc on s'est dit, bon, on peut peut-être développer quelque chose là-dedans. Et effectivement, il y a cette entreprise qui s'appelle Cibois, qui à l'origine fait des menuiseries, qui fait des menuiseries en série industrialisées, qui s'est tout récemment ouverte à la fabrication des panneaux en ossature bois pour la construction neuve. Et en fait, on l'a sollicité pour faire un réhab et ils ont dit présent avec une entreprise en général qui les a coordonnés. Et ce qu'ils ont compris, parce que ça vient de leur culture de la menuiserie, c'est que la préfabrication hors site veut dire aussi garder une grosse partie de sur-mesure. Ce qui dit sur-mesure, ça veut dire qu'en fait, on peut adapter leur système industriel à n'importe quel type de projet. Pour moi, c'est la bataille que je porte à tous les fronts. Si on veut construire hors site, il faut qu'on puisse avoir cette marge de zone grise d'adaptation. Sinon, on risque de devoir choisir sur catalogue, et en fait là on va homogénéiser complètement la production architecturale, ce qui n'est pas du tout ce qu'on Oui, parce qu'il faut rappeler que vous êtes une des rares opérations hors site, il y en a déjà en neuf, mais en réhabilitation c'est les débuts. Ouais.
Voilà, enfin peut-être une ou deux, en tout cas en Ile-de-France. Voilà, il n'y en a pas énormément. Donc on imagine Alors, le potentiel de reproductibilité, effectivement. celle-là se prêtait particulièrement parce qu'elle était déjà construite en préfabriqué. Donc la répétitivité des façades existait déjà, donc ça nous a permis de venir avec un autre système qui est beaucoup plus précis. Et justement l'adaptabilité du système constructif au site de ce fabricant-là nous a permis de nous adapter aux imprécisions de la préfabrication d'il y a quelques années. En fait, donc, il y a des tolérances dans les trames qu'il fallait absorber avec un système un peu de sur-mesure, ce qui on a permis de faire que 3 types de panneaux finalement, mais 3 types quand même, qui nous ont permis de couvrir en tous les cas. Voilà. Qui dit ce système de préfabrication, là on voit les plans que tu as trouvés dans les archives, qu'on avait un peu aussi. En fait, on voit la répétitivité du système, on voit qu'il y avait déjà un bandeau, il y avait un bandeau vitré, il y avait un bandeau plein, etc. Donc c'est une construction qui était de l'époque plutôt qualitative, parce qu'on en a une autre pour la plaine commune en ce moment, où les allèges sont en petit sandwich. Voilà. Donc en fait, quand il y a il n'y a pas d'accroche possible, oui, c'est vrai que vous... On ne peut rien faire dessus, en fait, il faut de toute façon mettre un panneau. Donc là, ça s'apprête particulièrement à un panneau préfabriqué hors site. Donc, ça apporte tout un tas de choses. Alors, déjà, le matériau biosourcé, on est pratiquement 100% biosourcé. On a une vêture métallique qui a un très bon albédo et en plus d'un site qui était plutôt végétalisé, ça prend les reflets de la lumière, des ombres, c'est plutôt agréable comme ambiance, en fait, qui créa. Donc, c'était un peu, bon, ça c'était les premières images du concours. Et ça, c'est les premières réalisations. Après, on verra dans les photos d'après, quand une certaine lumière arrive. Ça, c'est effectivement le prototype du premier panneau. Donc, vous voyez bien qu'il a été fait sur mesure pour le projet. Ce n'est pas un catalogue qu'on a choisi, bon, on prend celui-là et on avance. Donc, ça amène plein de choses. Bon, on a parlé du biosourcé, on a parlé de la vêture ventilée, augmente véritablement le confort d'été. On a une isolation qui est assez efficace en cellulose de bois qui permet de traiter toutes les façades de la même manière. Alors, moi, je ne suis pas très convaincu de ça. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse utiliser le bon isolant, la bonne orientation pour pouvoir accompagner aussi l'ensoleillement direct et indirect des façades. Moduler l'isolant, c'est ça, en fonction de l'orientation. Le changer de nature, on peut avoir des isolants avec beaucoup plus d'inertie dans les façades nord. Là, le module est identique selon l'orientation pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, oui, c'est perfectible. C'est la même partout, mais je pense qu'eux, d'ailleurs, on en a parlé avec les fabricants parce qu'on est resté beaucoup en relation pour pouvoir développer d'autres technologies là-dessus. Et venir échanger l'isolant en fonction du type de façade aussi. Et ça existe, en fait, quand on fait des calculs un peu plus fins, on voit qu'on a une inertie meilleure du panneau, vu qu'on est en construction bois, qui n'en a pas par définition, et serait plus profitable par certains types d'orientation. Donc, augmenterait l'efficacité du confort. On a baissé de 40% à peu près la consommation des habitants en énergie. Oui, il faut qu'on parle des sauts d'étiquette des 2 opérations. Voilà. On les a. Donc, en fait, c'était quand même, on est passé de G à B. Donc, en fait, c'est G à B. Ouais. Donc, en fait, on était vraiment très efficace. Bon, on s'attaquait quand même à un bâtiment assez vieillissant et avec des menuiseries PVC qui fouillaient partout, avec de l'amiante que d'ailleurs on n'a pas touché, on a dû encapsuler. L'épaisseur du panneau amène aussi un autre type de confort bioclimatique, c'est qu'on avance et on augmente le tableau, donc on augmente aussi les emportés dans les façades sud. Donc on a aussi un peu un confort de ce type qui est indirect, mais qui est assez efficace quand on n'a pas de la lumière directe qui arrive sur certaines surfaces à l'intérieur des logements. Et voilà les panneaux comme ils ont été livrés. Donc en fait, ils ont été livrés par tram, montés par un grutier et 2 compagnons, donc très peu de temps. On a raccourci les chantiers de 10 mois, en fait, parce qu'on était sur 16 mois, on l'a fait en 4 et demi, en fait un peu plus que 10 mois de moins. On a 10 trous par panneau, contre un nombrable quand on isole avec des isolations par l'extérieur, parce qu'en fait il faut faire des trous partout. Donc un confort pour les habitants qui est en fait, non négligeable, parce qu'en fait le coût de perceuse donner 100 fois par pièce, en fait, c'est quand même difficile à vivre. Donc là, ça va très vite.
C'était très rapide, pas d'échafaudage. Et les habitants sont restés dedans et on a retiré les menuiseries dans une autre campagne d'intervention. Pendant la pièce humide, il y avait un compagnon qui était retiré la seule menuiserie, il a refait le tableau dans la journée. Une chorégraphie. Voilà. Presque. Donc c'était. Parce qu'il y a je recommande une petite vidéo sur le site de Mirko Tardio qui est un time-lapse de justement toute la chorégraphie de l'ensemble des assemblages. Ouais, non, c'était assez agréable à vivre. Oh, l'autre avantage de ce système, c'est qu'on a une qualité quasiment automobile d'exécution, pas de réserve, pas de travaux supplémentaires en chantier, parce que tout était pensé à l'avance et tout était réglé avec l'entreprise en atelier. On a visité les panneaux avec 3F sur place avant qu'ils soient posés pour pouvoir les valider. Et quand ils sont arrivés, ils étaient exactement comme ils étaient sortis de l'usine. Donc ils le sont toujours aujourd'hui sur place. Donc, il n'y a pas eu d'accro. Les loggias ont été traités en situ parce qu'en fait il y en a certaines. Donc c'est vrai que quand on fait de leur site, quand on a des retraits en balcon, des façades vitrées filantes, on ne peut pas trop le faire. Mais pour les façades répétitives comme ça, c'est vraiment génial. Grand avantage, c'est qu'on revient sur le chantier, les archis, parce qu'on nous vire souvent, mais ce n'est pas le cas de la marché public, mais le marché privé, souvent on est évincé des chantiers, mais là avec leur site, on est obligé de dessiner tous les détails, parce que tout est fait en usine, donc on est obligé de tout régler. Donc une fois qu'ils sont faits à l'usine, même si sur un chantier on n'y est pas, c'est pas grave parce que de toute façon c'est vraiment déroulé. Donc grande satisfaction de revenir sur le chantier dans les petites vis en fait. C'est réintéresser à la construction aussi, parce que dans le métier on a un peu perdu. Je bimba à l'école avec les élèves, les étudiants à leur dire de revenir à la construction, au système constructif, au détail. Je le mets dedans pour savoir comment on fait une menuiserie, quelle épaisseur il a, quelle épaisseur a un panneau, quelle épaisseur il a en isolant, etc. Donc c'est hyper important de venir à retrouver un petit peu la construction. Retourner dans les entreprises. Voilà, retrouver le goût de la construction. Voilà le résultat. Après, bon, il y a oui, parce qu'on a pu aller visiter le CAU 94 et on remercie Franca Malservici aussi qui a visité l'opération et qui fera l'analyse de l'affiche, enfin qui publiera l'affiche. Dans le cadre de l'observatoire, a pu visiter les appartements. Certains, ouais. Voilà, donc on a le intérieur-extérieur, hein, comme on a chez vous avec ces allèges, du coup, qui peuvent aussi être appropriées d'une façon différente, parce qu'on imagine que voilà, le nu est décalé. On gagne une dizaine de centimètres, en fait. Pardon ? Une quinzaine de centimètres d'allège, qui devient un peu un appui de plus, quoi, après la fenêtre qui s'ouvre. Et s'ouvre en basculant, donc ça permet aussi un usage un peu différent. Bon, c'était pas l'objectif. Hein. L'objectif c'était vraiment de venir à faire une enveloppe nouvelle, donner une nouvelle identité au bâtiment aussi. Alors, visiblement, les propriétaires, enfin les locataires se sont appropriés de leur bâtiment à nouveau, ce qui veut dire beaucoup pour nous, parce qu'en fait, à Alphonse Karr, dans notre opération en HBM, on a fait un énorme travail de concertation avec les habitants et on a tiré énormément d'apprentissage. C'est ce que vous racontiez tout à l'heure, vous deux, mais en fait, on a tiré énormément d'apprentissage aussi sur l'usage des cuisines, des intérieurs, les maquettes avec les trucs, on s'y est collé. Et en fait, on a vu que l'appropriation des espaces, en fait, qui sont au-delà de l'espace privé, extrêmement important parce qu'en fait, on s'identifie à notre propre bâtiment, à notre site, à notre quartier, à notre petit ensemble, et on l'aime beaucoup plus quand il est bien. Quand il est bien agréable, quand il y a les bonnes couleurs, quand il y a et de conséquence, il est beaucoup mieux entretenu et respecté aussi par les habitants. Voilà. Ce qui est important pour les espaces verts aussi, comme les espaces verts aussi, etc. Voilà, bon, le résultat, voilà les photos, quelques photos de la fin. Récentes. Elles sont toutes récentes. En fait, donc là, on ira à nouveau au printemps pour faire une autre prise avec du soleil un peu plus vif aussi, pour voir un petit peu ces reflets, s'ils marchent vraiment comme on aime. Je crois qu'on est confiant de ça. Bien, merci beaucoup.
Alors, je vous remercie pour ces 2 présentations. J'ai moi, pas mal de choses qu'on a évoquées qui les mettent en lumière, en tout cas en écho. Dans leur, on part presque d'une typologie très proche avec des modes de réponse qu'on imagine. Vous parlez des sauts d'étiquette, c'est souvent ce qui nous est demandé aussi, soit pendant le concours quand on en a parlé sur les évolutions thermiques sur le bâti existant, soit dans les débats, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Je vais le rappeler pour Saint-Cloud, le saut d'étiquette en changeant juste les fenêtres, l'étanchéité en toiture et l'isolation à des murs pignons. La toiture, pardon. Vous passez d'une étiquette, je ne me souviens plus. Ouais. Voilà, de E à B. Voilà. Vous visez B. D'accord. Et voilà, donc vraiment, on sent que du coup, il y a des calages, de reproductibilité possible quand vous dites justement sur les retours, que vous faites de cette professionnalisation avec la filière. Sur le hors-site porté avec I3F. On imagine que chaque nouvelle expérience vous permettra de capitaliser sur des retours, on parlait des occultations, des systèmes embarqués, l'adaptation de l'isolant, en tout cas c'est passionnant, il y a beaucoup de choses à produire. C'est énorme, en fait la filière hors-site se développe en ce moment de manière assez puissante en fait, parce qu'il y a une filière, il y a une association dans laquelle 3F d'ailleurs est cofondateur de la filière hors site qui accompagne un peu tout le monde en fait dans cette nouvelle expérience de constructive. Alors, il est dit aussi qu'on est pas mal d'architectes dans cette filière, il y en a aussi chez les maîtrises d'ouvrage heureusement. Maîtrise d'ouvrage, entreprise. Oui, il y a tout le monde, mais il y a des architectes qui sont un peu partout et c'est hyper important parce qu'en fait le dérapage et la dérive de la construction des constructeurs sur leur site il est aux portes. C'est-à-dire qu'en fait nous on fait très attention à ne pas tomber dans la prescription faite par la maîtrise d'ouvrage sans architecte et ou par l'entreprise sans architecte. Voilà. Parce qu'il arrive aussi que, vu que par l'instant les marchés publics ne sont pas fabriqués autour de leur site. C'est bien la question de la réhabilitation qu'on soulève, et vous nous en parlerez en conclusion. C'est de laisser l'architecte, la place de l'architecte au sein de cette commande. Et du coup, le hors-site, on est une des commandes. C'est un risque parce que c'est très tentant pour n'importe quel maître d'ouvrage de se dire... on choisit le système constructif, on le connaît, on a visité l'usine, on connaît le produit, on choisit là-dedans, tu n'as rien à faire d'autre que dérouler en fait. Et ça c'est très compliqué parce que déjà normalement c'est nous qu'on choisit, parce qu'on était sachant avant. Et là maintenant on ne l'est plus devenu, on nous dit finalement c'est comme ça qu'il faut faire. Mais si c'est comme ça et que c'est pas bien, personne ne le sait parce qu'en fait c'est compliqué en fait de comprendre quel est le bon matériau au bon endroit, quel est le bon système au bon bâtiment. Est-ce qu'on répond à toutes les questions? Est-ce qu'on n'a pas d'autres choses qui sont cachées qu'on n'a pas vues? Et c'est un peu simpliste en fait de dire que leur site résout tout en fait. Donc on essaie nous de rester présents non seulement pour faire évoluer la filière dans le bon sens, c'est-à-dire que les fabricants essaient d'avoir un panel le plus large possible d'offres en fait, et d'autre part les maîtrises d'ouvrage qui sachent s'appuyer sur nous parce qu'on a l'expertise. Parce que ça, c'est leur problème aussi. C'est qu'à un moment donné, s'il n'y a pas d'archi qui savent utiliser ces méthodologies constructives, évidemment, le risque est plus grand parce qu'on peut se planter. Donc, il y a aussi une volonté de former un petit peu dans les écoles et d'abord et ensuite dans le métier une pratique nouvelle de construction qui soit plus vertueuse pour les coûts, pour la transition écologique, pour les idées aussi d'adaptation au climat et de comment aborder ce patrimoine qui est extrêmement important et c'est énorme. Le nombre de logements qu'ils ont que les 3F, vous voyez, multiplié par le nombre de bailleurs qu'il y a en France, c'est énorme. Et tout ça, c'est ce qui nous répond au nez. Et là, on parle que du logement social, oui, parce que nous, ce gisement, il existe aussi, et on a énormément de demandes. Cette formation, elle est nécessaire en copropriété. Oui, il y a les copropriétés. Donc voilà, et là, on sait bien que l'accompagnement, la professionnalisation est différente sur la maîtrise d'ouvrage, donc c'est évidemment nécessaire.
Alors, je reviens vers le public. Bonjour, Elena Genèvre, technicienne des bâtiments de France à l'UTAP de Pardon. Paris. Pardon. Ma question était pour la construction à Saint-Cloud. Est-ce que vous avez fait la réflexion de la toiture ou l'étanchéité? Parce que vous n'en parlez pas, mais est-ce que... Oui, on a enlevé toute l'ancienne étanchéité et il y avait une très faible isolation qui était pleine d'eau, donc elle n'avait plus son rôle d'isolation. Donc on a refait l'isolation et on a végétalisé les toitures. Je le parle au passé, on est en train de le faire. C'est assez bizarre de raconter un projet qui est en train de se faire, puisque il n'y a pas encore une seule plante dessus. On est en train là on a refait l'étanchéité partout avec une isolation. Vous avez isolé avec quoi? Là, on est sur du polyuréthane. On a essayé du biosourcé à plein d'endroits. On a essayé même sur les pignons de mettre de la fibre de bois. Mais comme on a des pignons amiantés, et pour pas désamianter, on est avec le pistolet à envoyer les fixations et ça éclate ce qu'on avait prescrit. Ça les éclate en les fixant, donc on est repassé sur de la laine minérale. Mais voilà, mais oui, c'est réétanché et réisolé là-haut. Et vous n'aviez pas pensé de mettre des panneaux solaires sur la toiture terrasse? Ça en faisait pas partie. On avait pensé aussi à en faire une terrasse collective. Parce que parfois... Voilà. Oui, parce qu'il y avait, vous voyez ce dessin, le rapport au ciel, là, effectivement, c'était des terrasses, des galettes qui cachaient juste les ventilations. Mais c'était déjà hyper généreux comme rapport au ciel. Et aujourd'hui, on se pose la question, comme toutes les terrasses sont réinvesties pour plein de raisons, vu le panorama qu'on a magnifique, effectivement, sur tout Paris, la Défense. Voilà, la question a pu se poser. Et puis, je ne sais plus si, effectivement, ça a été compliqué à réaliser. Ouais, on a mis des pompes à chaleur. Et oui, il y avait beaucoup. Voilà, c'est ça qui vient un peu compléter et on a rénové la chaufferie qui est maintenant remise à des standards actuels. Voilà, c'était pas mettre des panneaux solaires n'était pas la question posée pour ce projet. D'accord, merci. Et je souligne le dessin des garde-corps qu'on connaît très bien quand il s'agit de réhabiliter. Ils sont axés sur la trame et c'est pas des autoportants qu'on a l'habitude de voir dans toutes ces réhabilitations penchées. Voilà, oui, ils les sont... garde-corps de travail, oui. de sécurité. Ouais. Là-haut, on a embêté l'entreprise pour qu'elle soit sur les bétons, pour et qu'elle s'aligne sur les refends et qu'on soit sur des trames. Oui, moi j'aurais une question sur l'opération de Thiers. J'ai pas très bien compris le mode de consultation d'entreprise que vous avez adopté. Parce que vous disiez que vous aviez consulté les entreprises en phase APD. C'était quoi? C'était un dialogue compétitif? C'était sur quel type de procédure vous êtes appuyé en termes de consultation? Donc, je sais pas si en fait, c'est une consultation adaptée. Donc, il y a une publicité qui fait sélectionner les entreprises qui sont capables de répondre aux attendus, avec des critères qu'on a rédigés ensemble avec 3F. Ensuite, les 4 entreprises répondent à un APD+, c'est-à-dire c'est dessin en APD, avec des descriptifs de CCTP du DCE. Et en laissant l'entreprise proposer des variantes, enfin c'est pas des variantes vraiment, des adaptations du projet à leur système constructif en phase de négociation. Dans cette petite phase-là, on ferme le prix, on pose les bonnes questions à l'entreprise pour savoir s'ils sont véritablement adaptés aux attendus, en fait, qui sont définis à l'avance. Si c'est le cas, on ferme le marché et le prix et les prestations et on conçoit le pro. En fait, en réalité, c'est quasiment le DCE, enfin l'exé directement. Parce qu'en leur site, en fait, cette phase de pro passe directement dans le cahier de charge de l'usine. Donc, en fait, il faut qu'eux, ils adaptent leur projet, enfin, leur produit à notre projet, et nous, on adapte notre projet à leur produit. Donc, en fait, cette phase-là, avec les arbitrages de 3F sur les variantes qu'on a acceptées sous le papier, mais qui après sont dessinées en phase pro, on démarre le chantier. Effectivement, c'est un dialogue compétitif sous la forme. Alors, c'est une des procédures effectivement qu'on met en place et qui se développe beaucoup aujourd'hui parce que justement, lorsqu'on parle de construction hors site, on a besoin justement de trouver le bon moment pour travailler ensemble avec
les entreprises. Alors, le bon moment, c'est là la question. Quand est-ce qu'il arrive, ce bon moment? Parfois, il est très tôt, parfois, il arrive plus tard, parfois, il est très tard. Ça dépend un peu des enjeux contextuels par rapport en fait justement au risque de recours, par rapport en fait justement à la complexité du projet. Ça dépend de plein de choses. Nous, on est en train de tester en fait différentes solutions justement pour de désignation des entreprises et des maîtres d'œuvre là-dessus, en essayant quand même d'avoir en tête et de la primauté en fait justement de l'architecture dans le cadre en fait justement de la désignation. On met en place le concours classique, soi-disant, avec justement en fait ce procédé en dialogue compétitif. On le fait en réhabilitation, on le fait en construction neuve aussi, et en transformation d'usage, pareil. Ce qui n'est pas une obligation, il faut le rappeler, pour un bailleur d'utiliser le concours. Vous pourriez utiliser une consultation, mais ça permet d'embarquer le débat architectural. Nous, on n'a pas d'obligation d'être en concours. En fait, il faut le rappeler dans les écoles, et effectivement, nous, c'est ce qui permet aussi d'avoir des personnalités architectes dans le débat. On y tient, et on a fait quand même évoluer en fait la procédure grâce justement aux assouplissements juridiques pour le faire mieux coller, disons en fait aux besoins des contextes. Par exemple, on a introduit en fait les auditions, chose qui n'était pas forcément audible auparavant, mais honnêtement, ça génère en fait des débats très riches. Et justement, je me souviens tout un tas de débats pendant en fait les jurys, et ça permet aussi d'inciter l'innovation. Là-dessus, grâce à des propositions qui viennent de la maîtrise d'œuvre, qui viennent des villes, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Et pour revenir rapidement par rapport en fait au système de désignation des entreprises, nous en avons au moins 3 de procédures. En fait, on a mis en place en fait une expérimentation que là on va répéter, qu'on appelle loi MAPO inversée, dans laquelle on désigne l'entreprise avant de la maîtrise d'œuvre. Donc on a une faisabilité, on consulte une entreprise sur la base de cette étude de faisabilité, il nous donne un prix avec justement en fait un prix pivot quelque part, avec des variables et justement des prestations qui sont données. Le cahier des charges est donné en fait dans le cadre d'un concours de maîtrise d'œuvre, et les architectes challenge en fait ces solutions techniques. Et c'est assez intéressant de voir la richesse de propositions, parce que la reproche que nous avait été faite, et ça a été dur en fait justement de convaincre les acteurs d'y aller, c'était que bon là on va formater, on va cadrer en fait justement la conception. Donc du coup on va briser en fait la liberté en fait de conception, ce qui n'était pas du tout vrai, parce qu'en réalité en fait on a eu des projets courbes, des projets carrés, des projets dans tous les sens, et ça a été très riche et très très complexe, mais parce que c'était la première, mais très intéressante, et qu'on souhaite par ailleurs reproduire. Il y a la conception-réalisation aussi en fait qui se développe, mais bon, là c'est quand même en fait une usine à gaz, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est intéressant dans certains endroits, là où en fait on arrive à maîtriser les enjeux techniques et de connaissance du patrimoine très en amont. Ça effectivement ça peut être intéressant aussi. Donc effectivement, couteau suisse de solutions permettant justement de s'adapter aux différents contextes. Ça c'est très important aussi. Merci. Une petite question sur le coût par rapport à l'agence Juric Tardio. Il me semble que ça tourne autour de 50 000 euros le logement, c'est ça que vous disiez? Non, c'est 40, c'est 6,8 millions pour 168 logements. Je n'ai pas fait la division, mais je crois que c'est 42. Dans les Yvelines, en fait, en copropriété privée, on observe un prix moyen du logement autour de 25 000 euros de rénovation classique, j'allais dire, en performance. Ce qui pose question, pas par rapport à l'exemplarité de votre opération, mais du fait que les bailleurs devraient plus communiquer en direction des copropriétés pour aussi relater leur retour d'expérience. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'échanges entre le monde social et du patrimoine et puis les copropriétés en général. 25 000 logements, c'est aucun budget d'aucun bailleur. Donc c'est peut-être en ravalement dont vous parlez peut-être. Mais si aujourd'hui on compare les prix des 4-5 opérations que j'ai en agence, celle de Thiers se positionne dans quasiment la moins chère. On en a une qui est à 39, qui est celle de Bondy, qui est toujours au 3F d'ailleurs.
On en a une à 54 qui est juste à côté, et on en a une à Stein qui frôle les 60 000, qui est plus proche d'ailleurs de la vôtre parce qu'il y a beaucoup de façades vitrées. Et en fait, dès qu'on a des façades vitrées, là, on explose le budget au logement. Voilà, c'est un peu le même ratio. Voilà. C'est le même Donc ratio. ça, c'est les ratios du bailleur des réhabilitations en général. Et je pense que leur site a vu la qualité qu'on a eu à Thiers du matériau utilisé et les performances qu'on a réussi à atteindre. Moi, je trouve que c'est pas une opération chère. Après, et l'économie de temps de calendrier de chantier. Sans parler, sans parler qu'on a fait ça en 4 mois plutôt qu'en 18. Donc, oui, c'est ça, dans le temps d'occupation de chantier. Des équipes, quoi. Voilà. En tout cas, c'est ce que vous soulevez, c'est surtout en fait justement l'enjeu des copropriétés. Et ça, c'est vrai, vous avez raison, c'est un vrai enjeu de bien budgétiser. Alors, est-ce qu'il existe des lieux dans lesquels on peut échanger? Pourquoi pas? On l'a souvent fait d'inviter la compagnie des architectes de copropriété. Enfin, il y a pas mal d'acteurs sur les ALEC, l'Agence parisienne du climat, enfin les agences où les CME sont en contact. Mais moi, je parle de sensibilisation de copropriétaires. Ah, c'est autre chose. Dans les conseils syndicaux, ils rentrent au contact des ALEC, qui sont les guichets uniques qui reçoivent le propriétaire c'est la subvention qui tient aussi, de la même façon, les potentiels de travaux. Mais évidemment, les exemples sont chez les bailleurs, on le sait bien. Donc voilà, on compte beaucoup, et c'est pour ça que à travers ces 2 exemples de résidence, vraiment, parce que le terme permet aussi d'embarquer des typologies reproductibles en copropriété pour nous sur des sujets techniques. Donc voilà, après le temps de l'expérimentation dans les copropriétés, effectivement, il y a une petite inertie, mais on compte bien réutiliser ces exemples. Il y a une question de moyens, surtout parce que justement, nous on a un modèle économique qui est différent. Pour le coup, et justement ça nous permet en fait justement d'investir différemment par rapport en fait justement en fait aux copropriétaires qui n'ont pas forcément en fait un bilan sur 50 ans. Pour le portage, mais vraiment, par contre, chez les architectes qui répondent à cette commande, ça peut se diversifier aussi en copro et en maîtrise. Enfin, on essaye de le voir venir, et nous, ce qu'on aimerait dans les écoles, c'est que ce soit cette connaissance-là qui puisse se traduire sur des commandes bailleurs ou copro, parce que on parle du même immeuble. J'ai juste une dernière question et puis juste une petite remarque sur le sujet de la copropriété. J'avais une dernière question. Comme vous avez dû adapter le procédé constructif de préfabrication pour votre projet, est-ce que du coup il y a eu besoin de demander un nouvel ATEX? Ou est-ce qu'il y a eu besoin d'un ATEX? Non, pas du tout. En fait, les panneaux préfabriqués ont déjà un ATEX, ils ont un PV plutôt, qui existe, donc on ne l'a pas modifié. On n'est pas venu, on n'a pas eu besoin de le faire, parce qu'en fait, les fabricants en général, ils se prémunissent de venir à faire une mise au point de leur système qui puisse être adapté le plus facilement possible avec un panel d'applications qui est assez large. Il y a quand même eu un bureau de contrôle. Ça, c'est un autre sujet, parce qu'il y a des bailleurs dans la salle. En fait, c'est que le bureau de contrôle, il faut qu'il soit aussi un peu averti. Parce que le nôtre, là, il découvrait un petit peu les choses. Il appliquait des règles basiques de mob, phobe dans un réhab sans vraiment se poser de questions. On a eu dû lui amener quelques petits compléments pour le convaincre qu'il allait un peu loin. Notamment, on a des couvre-joints en bois, là, vous voyez, qui viennent compenser la distance entre les 2 panneaux. Ça, ils n'y étaient pas dans le PV initial du panneau. Donc, on a dû le convaincre que le bois était en dehors du système de feu, etc. Donc, on a fait des essais et c'est passé assez vite. Mais bon, effectivement, des bureaux de contrôle, il faut qu'ils soient en boucle, sinon c'est compliqué. Et juste une remarque sur la copropriété, on a plutôt, nous bailleurs, intérêt à apprendre à travailler sur de la réhabilitation en copropriété, parce que vu notre mode de production actuel, qui est pratiquement en totalité en VFA, et vu le nombre de copropriétés qui est exponentiel dans notre patrimoine, dans 20 ans, il faudra bien qu'on réhabilite notre patrimoine en copropriété. Oui, vous avez raison, mais il faudrait pour le coup faire évoluer les outils juridiques, parce qu'aujourd'hui, justement, il y a beaucoup de chemin à faire là-dessus, et c'est pas si évident, effectivement. En tout cas, il est clair que c'est beaucoup plus simple lorsqu'on est monopropriétaire qu'en copropriété.